Tout a commencé avec un rêve, celui de faire le plus beau voyage de notre vie, de visiter entre autres le parc Universal Studios Japan et de découvrir un autre monde. Nous avons pris un vol direction Paris, puis un autre direction Séoul en Corée du Sud, puis un autre direction Osaka, la 3e municipalité du Japon. Ce genre de rêve, que nous avons eu la chance de vivre, a été une vraie aventure. Arrivés à notre hôtel, nous avons pris la mesure du gigantisme de cette ville, qui s'étale sur 225 km² et compte pas moins de 2,7 millions d'habitants. Aussi impressionnante de nuit comme de jour, c'est cette métropole qui nous a accueillis sur la terre des samouraïs, qui nous a fait découvrir un peuple et une culture totalement différente de ce que nous connaissions jusqu'alors. Le Japon dispose d'un réseau ferroviaire exceptionnel et tout est très bien desservi. Nos premiers déplacements se sont donc faits en train. Et évidemment, notre première destination a été Umeda, où se trouve le grand centre commercial Yodobashi Camera, la gare centrale d'Osaka, mais surtout le Pokémon Center. L'occasion pour nous de faire des petites emplettes, des figurines pour décorer les vitrines du magasin Displays, mais aussi d'acheter des cartes Pokémon, évidemment. La boutique Pokémon vend essentiellement des peluches, des petits accessoires, des goodies, des figurines, des sleeves pour les cartes, et nous n'avons pas été surpris de voir qu'en décembre 2023, l'achat de cartes Pokémon était toujours limité à 5 boosters par personne pour l'extension Shiny Treasure. Nous avons également eu la chance de nous procurer un exemplaire du jeu Nintendo Switch Détective Pikachu avec sa carte promotionnelle et sa petite figurine en boîte. Le magasin Nintendo se trouve juste à côté du Pokémon Center et là encore, nous en avons pris plein les yeux avec du Mario, du Zelda, du Pikmin, des goodies en veux-tu en voilà, des peluches, des porte-clés collector, etc., etc. Nous avons déambulé dans les rues de Namba, où nous avons pu croiser des kartings en pleine rue, une balade proposée par une entreprise du quartier qui plaît énormément, à en croire les 1200 avis Google 5 étoiles de cette dernière. Puis est venu le moment que j'attendais le plus, la location de la voiture. Le volant à droite était assez perturbant au début, mais on s'y fait. Important à savoir sur la conduite au Japon, l'agence de location vous proposera le pass autoroute ETC, et un bon conseil, prenez-le. Il y a des péages partout, et le prix des péages vous coûtera le prix de la location de la voiture sur 15 jours. N'oubliez pas également de faire traduire votre permis de conduire en amont. Nous avons continué à flâner, puis visiter le très touristique quartier de Dotonbori, avec sa célèbre enseigne de l'athlète géant sur fond bleu du Running Man de Glico, qui fut installé en 1935 et a évidemment évolué depuis. Nous sommes arrivés au parc Universal Studios aux alentours de midi, en pleine parade No Limit. Et c'était franchement impressionnant. Un beau spectacle que nous n'oublierons jamais.
Nous avons ensuite marché jusqu'au parc Super Nintendo World sans connaître le fonctionnement de l'entrée et j'ai personnellement été très déçu ce jour-là. Quand vous arrivez au parc Universal Studios, après avoir passé le portique, il faut absolument vous enregistrer sur l'application Super Nintendo World en scannant le QR code des billets, ce qui peut être fait évidemment à l'avance si vous achetez les billets en ligne. Puis prendre le plus rapidement possible un créneau horaire pour entrer dans le Super Nintendo World sur l'application. Et croyez-moi, ça va très très vite. Le premier créneau que nous avons pu prendre à 13h était celui de 19h40, alors que le parc fermait ses portes à 20h30. Et évidemment, impossible de ressortir du parc, de se faire rembourser, ni quoi que ce soit. C'était clairement un manque de connaissances et d'organisation de notre part. Nous avons donc accusé le coup et tenté au mieux de poursuivre cette journée. Il nous a donc fallu visiter le parc Universal Studios pendant 6h40 en attendant notre heure de visite, ce qui m'a paru très long malgré la grandeur du parc. Il était important pour moi de partager cette expérience et de vous donner quelques conseils pour que cela ne vous arrive pas si vous prévoyez d'y aller prochainement. Vous verrez dans la suite de notre reportage qu'il vaut mieux prendre un pass express et bien s'organiser pour profiter pleinement du parc Universal Studios. Fort heureusement, le parc ne comporte pas uniquement le Super Nintendo World, et il y a du Minion, du Spider-Man, des boutiques, un cinéma, un roller coaster Jurassic Park extraordinaire, et nous avons pu profiter ce jour-là de l'espace Harry Potter, qui est franchement à la hauteur des attentes des plus grands fans. Avec le quai 9 3/4 et le Poudlard Express, une réplique de Préolard avec ses boutiques comme Zonko, Ollivanders, la célèbre bière au beurre évidemment sans alcool, et le magnifique château de Poudlard dans lequel se trouve une attraction exceptionnelle qu'il ne nous a malheureusement pas été possible de filmer. Il était 19h40 et nous étions enfin autorisés à entrer dans le parc Super Nintendo World. Évidemment, une visite trop courte pour en profiter pleinement, car comme pour toutes les attractions d'Universal Studios Japan, il y a une file d'attente à affronter. Nous avons préféré admirer les décors à couper le souffle et nous imprégner de cette atmosphère unique, tout en sachant très bien que nous allions y revenir mieux préparés. L'ambiance de nuit était unique, et cette expérience était quand même appréciable, car il y avait moins de monde qu'en journée, comme vous pourrez le voir dans la suite du reportage. Les finitions des décors sont vraiment à la hauteur des attentes et Nintendo Company a vraiment mis le paquet sur son parc d'attractions, tant sur l'ambiance visuelle ou sonore générale que sur les mini-jeux. Les petits comme les grands en prennent plein les yeux, et on oublie vite l'aventure que c'est d'en arriver là. À 20h30, nous étions parmi les derniers à quitter le parc. Définitivement épuisés par cette journée bien fatigante, mais tellement remplie d'émotions.
Les jours suivants, nous avons visité le domaine du château d'Osaka, qui fut construit en 1496. L'édifice, comportant 5 étages et 3 sous-sols, est entouré par des fossés de protection. Ce lieu emblématique du Japon accueille plus de 2,5 millions de visiteurs par an et l'intérieur est aujourd'hui un musée qui raconte son histoire. Comment passer par Osaka sans plonger dans l'aquarium Kaiyukan, une échappée océanique autour d'un bassin de 5400 tonnes où nous avons découvert entre autres des loutres qui voulaient jouer avec nous, des dauphins blancs qui sortaient pour boire de l'eau, des raies manta, des requins marteaux, mais surtout 2 impressionnants requins baleines mesurant chacun 12 mètres de long. Certainement un des plus beaux aquariums du monde, qui propose une visite organisée verticalement et qui se déroule au fil des profondeurs des océans de notre belle planète bleue. La suite de notre voyage se déroule à Kyoto, avec en premier lieu la découverte du Pokémon Center, qui est à notre grande surprise différent de celui d'Osaka, avec des statues de Pikachu en kimono, de Ho-Oh et de Lugia, qui sont vraiment magnifiques. Kyoto fut de 794 à 1868 la capitale impériale du Japon. Cette métropole, habitée par plus d'1,5 million d'habitants, propose de belles choses à découvrir, qu'il était impossible pour nous de ne pas en faire une des étapes clés de notre aventure. L'architecture des temples et palais est comme d'habitude époustouflante, et les jardins, bien que visités en plein hiver, sont magnifiques à observer. Nous avons pu, au temple Higashi Hongonji, assister à un mariage traditionnel japonais, où l'homme était vêtu d'un hakama et d'un montsuki, et sa femme d'un shiromuku, une tenue constituée d'un kimono de mariage appelé kakeshita et d'un surkimono, le uchikake. L'obi, qui est une ceinture, est quant à elle traditionnellement offerte par la mère de la mariée à sa fille. La mariée porte une coiffe ressemblant à un grand bandeau blanc nommé wataboshi, qui peut être à son tour surmonté d'une sorte de capuche blanche, un tsuno kakushi, dont le nom signifie « cacher les cornes de la jalousie ». Elle tient dans ses mains un éventail doré argenté et une pochette contenant un peigne et un miroir. Nous avons ensuite fait escale à Nara, au sud, une ville plus petite, où nous avons découvert des cerfs chikas en totale liberté, se baladant dans le parc, mais parfois aussi dans les rues. Le parc de Nara, qui s'étale sur plus de 500 hectares, en abriterait plus de 1300 en 2023. Ici encore, la beauté des lieux nous a laissés sans voix,
et ces animaux, largement habitués à la cohabitation avec les humains, nous demandent à manger et nous remercient avec un salut de la tête. La flore de ce parc, déjà magnifique en hiver, est sans doute extraordinairement belle au printemps. Mais nous nous sommes également dit que cela devait être bondé de visiteurs, chose que nous n'aurions pas supporté pour être honnête. Si vous passez par là, ne nourrissez pas les biches avec n'importe quoi. En effet, des petits stands vendent des paquets de galettes légères aux céréales pour 1 ou 2 euros et les animaux adorent ça. Nous avons déambulé dans le parc en direction du temple Todaiji, un édifice aux dimensions impressionnantes, où nous ont accueilli 2 énormes statues en bois de cyprès appelées les rois gardiens Ungyo et Agyo, sculptées en l'an 1203 et mesurant plus de 8 mètres de haut. Le temple est une merveille d'architecture et les boiseries des différents bâtiments sont à couper le souffle. Nous sommes ensuite allés à Nagoya, une ville ayant une population d'environ 2,2 millions d'habitants, pour y visiter le Pokémon Center, encore un lieu imprégné de bonheur qui ravira tous les fans. Puis nous avons pris la route de celui de Tokyo DX, en s'arrêtant au passage pour admirer l'incroyable mont Fuji depuis le pont de Fujikawa. Arrivé au DX, l'un des 6 Pokémon Center de Tokyo, nous avons pu admirer une superbe statue de Ronflex avec Pikachu et Mew, mais surtout, une fresque temporelle montrant les différents jeux Pokémon sortis à travers le temps. Depuis Pokémon bleu, rouge, vert, jaune, jusqu'à nos jours. Nous sommes brièvement passés à Akihabara, quartier extrêmement touristique de Tokyo, avec ses multiples magasins de cartes à collectionner, ses salles de jeux, ses boutiques diverses, mais aussi ses restaurants. Nous sommes montés à l'avant-dernier étage de la Tokyo Skytree pour admirer la ville à 360 degrés. Et ça valait franchement le détour. Cette mégapole est très grande, trop grande même selon moi. Nous avons largement préféré la région d'Osaka pour être honnête. Mais cela ne nous a pas empêché de découvrir entre autres le magnifique sanctuaire Meiji Jingu situé au parc de Yoyogi. Nous sommes ensuite revenus à Kyoto pour visiter la forêt de bambou d'Arashiyama, en passant par le jardin privé du temple Tenryuji, un endroit magnifique, entretenu avec soin, qui appelle franchement à la sérénité.
La bambouseraie d'Arashiyama est époustouflante par la taille de ces bambous géants, mais également par les divers éléments qui entourent le lieu, comme par exemple la statue de bronze représentant Tosa Shiteno, aussi appelée les 4 grands de Tosa, 4 samouraïs morts durant la révolution de Meiji au XIXe siècle. Nous sommes entrés au Monkey Park Iwatayama, où nous avons gravi la montagne des singes. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais une fois au sommet, nous avons pu admirer une vue splendide sur Kyoto. Nous avons passé un moment inoubliable avec des petits singes dans leur habitat naturel que nous avons pu nourrir avec des cacahuètes ou des pommes vendues sur place dans une maison où pour une fois, c'est nous qui étions en cage pour des raisons de sécurité. C'était un passage fort sympathique et très dépaysant dans une journée qui, au mois de décembre, est passée beaucoup trop vite. Ça reste des animaux sauvages et le personnel du parc, qui est très discret, est aux aguets pour intervenir au cas où un singe espiègle venait à devenir agressif. Nous sommes enfin retournés à Osaka pour visiter le temple Shitennoji, situé au cœur de la ville. Encore un lieu rempli de sérénité, aux multiples bâtiments tout aussi beaux les uns que les autres. Notre voyage s'achève donc là où il a commencé, à Osaka, et ce reportage se termine sur l'attraction Mario Kart du parc, qui est géniale et que j'ai filmé sans le casque VR qui est fourni sur le kart et rend l'expérience très immersive. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes entrés au parc Universal à l'ouverture, à 8h30, sans passe express. Nous avons pris au plus vite un créneau pour le Super Nintendo World sur l'application, et le premier horaire était déjà à 15h, un jeudi au mois de décembre. Nous avons donc attendu dans une queue de 1h30 pour moins de 5 minutes d'attraction pour le Mario Kart, et c'est plus ou moins similaire dans tout le parc Universal Studios, selon la popularité de l'attraction évidemment. Nous vous recommandons donc de vous organiser le plus possible et de payer le Pass Express, même si c'est cher, car croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Ce voyage nous a fait découvrir une culture différente, nous a inspirés et, je pense, nous a changé pour le reste de nos vies. Si ce reportage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à le partager à vos amis et à mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Merci à tous et à bientôt.